Enregistré. Voilà. C'est parti. Donc, bienvenue dans ce podcast Secret d'endurance by Nolio. Et donc, aujourd'hui, accrochez bien à vos porte-gourdes et vos sacoches et gardez votre mental à portée de main parce qu'en fait, on a rendez-vous aujourd'hui sur ce podcast avec un homme qui a troqué son maillot de cycliste élite pour une boussole et un goût immodéré pour l'incertain. Ouais, du Népal au pic de l'Himalaya, plus récemment sur la Tour Divine. Il a rempli son sac à dos, mais pas de fromage suisse, non, hein, plutôt d'expérience qui forme les trous de son émental spirituel. Fondateur de l'association Rêve Blanc, il franchit les frontières physiques et mentales pour inspirer certainement la prochaine génération d'explorateurs de l'intérieur et de l'extérieur. Donc préparez-vous à un voyage intérieur comme on n'en a jamais vécu hein, sur ce podcast. Bienvenue à bord, Steven Le Yarrick. C'est-à-dire, comment vas-tu? Toujours bien occupé? Ça va, ouais, 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 occupé, bah, comme toi, je pense, comme tout le monde a une vie occupée. Ouais, c'est assez intense, mais c'est comme ça que je vois la vie. Après, je vis pas la vie pour la remplir, mais je suis content de vivre des trucs cool, ouais. Moi, j'ai toujours une petite première question d'inclusion voilà, sur ce podcast. C'est la tradition. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? C'est toujours difficile, en fait, mais c'est Mm. intéressant. Bah, quelques mots, si je devais me présenter à quelqu'un qui ne me connaît pas, je dirais que je m'appelle Stéphane Le Yarrick, j'ai 37 ans, je suis aventurier, explorateur, entrepreneur. Je gravis des montagnes le plus souvent avec mon vélo et des déserts et j'essaie de transmettre au plus grand nombre l'envie de se dépasser et dans des univers qui me font rêver et surtout d'être dehors quoi, dans la nature pour se réaliser. Ouais, alors on va y revenir hein, justement sur un petit peu de ce que tu as pu vivre. Et c'est vrai que c'était passionnant parce que j'ai écouté quelques podcasts ou aussi j'ai vu des reportages. Mais moi, j'aimerais poser quand même la question, c'est aussi pour les auditeurs, qu'est-ce qui pousse un peu, qu'est-ce qui te pousse toi dans l'enfance vers ce côté un peu de l'ultra, euh, voire l'extra-distance? Est-ce que déjà tu étais attiré quand tu étais enfant ou est-ce que c'est un petit peu le parcours de tes parents ou de ton père qui t'a influencé dans tes aventures et ta manière de voir le monde? Je sais pas. Je sais pas, en fait, j'ai toujours aimé découvrir ce qu'il y avait derrière la montagne, derrière la colline ou même juste derrière la maison qui était derrière la mienne, celle de ma grand-mère ou même quand j'étais en vacances, parce qu'on est allé en camping toute mon enfance pendant pas loin de 20 ans avec mes parents. Et donc, j'ai toujours passé du temps dehors. J'ai commencé le vélo en école de vélo, j'avais 5 ans et demi. Donc, j'ai goûté très vite à la compète, mais j'ai toujours aimé. En fait, ce que j'aimais le plus, c'était l'entraînement, mais pas l'entraînement à proprement parler, tel qu'il est aujourd'hui, scientifique, etc. Ce que j'aimais, c'était que ça soit un jeu. Et on avait un parc à côté, parce que j'habitais dans le 93 à La Courneuve. Et ce que j'aimais, c'était découvrir d'autres parties de ce parc. Donc j'avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis plus je grandissais, plus je découvrais d'autres parties. Puis après, quand j'ai eu 10, 12 ans, on a été dans d'autres forêts. Je trouvais ça, waouh, au début, super loin. Et c'était hyper dangereux. Tu sais, au début, tu as 10 ans, tu Hmm. roules sur la route. Donc tu vas plus loin, tu vas à 60 km de chez toi. Et puis après, à 100 km. Puis après, quand tu es junior, tu fais des sorties de 130, 150 km. Et j'ai fait des courses en Belgique, des courses internationales un peu partout en France et en Europe. Et c'était dingue, tu vois, déjà d'aller en Espagne, d'aller en Italie, faire des courses à un plus haut niveau avec des coureurs qui sont différents. Et j'adorais cette rencontre avec l'autre, en fait, et découvrir des stations de ski en Italie, découvrir une autre langue, tu vois. J'ai pas beaucoup voyagé avec mes parents, du coup, c'était un peu nouveau parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de fric pour aller un peu partout dans le monde et c'était trop bien, tu vois, j'adorais ce truc-là et donc le vélo m'a permis ça, le vélo m'a permis un peu de m'aventurer dans les limites qui sont les miennes parce qu'aujourd'hui je suis un aventurier, tu vois, mais c'est surtout que je m'aventure beaucoup et j'aime beaucoup m'aventurer et c'est pas tout le temps le cas pour des sportifs de haut niveau. J'ai eu souvent, souvent le cas avec des coureurs qui étaient avec moi en équipe. En fait, ils Hmm. aimaient que la course. Et j'en connais beaucoup hein, qui aiment, qui font la course, qui s'entraînent pour la course, en fait. Et c'est beaucoup de gens qui deviennent parfois des champions ou pas. Mais en fait, ils détestent l'entraînement. Et,
Et moi, j'adorais, en fait, quand on me donnait une sortie de 100, bah, je faisais 150. Et à la fin, fin de ma carrière, les entraîneurs devenaient fous parce qu'ils me donnaient 150 bornes et j'en faisais 250. Parce Ouais. que j'avais trouvé cool de faire 6 cols dans la journée. Et voilà, c'est ça Ouais. qui m'a amené, je pense, cet état d'esprit-là, c'est-à-dire aller un peu plus loin. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est quand on entend un peu tes propos, c'est-à-dire il y a d'abord le jeu. Je pense que tu es Ouais. resté un peu aussi là-dessus, c'est-à-dire que tu aimes bien jouer et tu bien jouer en fait, et tu as toujours gardé ce côté Mm. jeu aussi, mais aussi de l'exploration quelque part, parce que quand on va jouer, finalement, on peut aller explorer des endroits qu'on connaît pas. C'est un peu ça que tu évoques. Mm. Ouais. Ouais, ouais, explorer des endroits, explorer une forêt, explorer soi-même, parce que quand tu sais pas comment tu vas rentrer chez toi, bah, tu es obligé de trouver des moyens physiques, techniques et surtout psychologiques et logistiques pour rentrer chez toi. Et du coup, bah, t'apprends, quoi. Tu sors de ta zone qu'on appelle zone de confort, Mhm. mais elle s'élargit tout le temps. Donc, ouais, quand t'es môme, tu construis une cabane, c'est super cool. Mais après, dormir dehors, tu vois, quand la nuit, elle arrive, c'est pas pareil, quoi. C'est un autre monde qui s'ouvre. Et ouais, j'ai un peu adoré ça. Et puis, comme j'ai dit au début, je viens de la Courneuve, tu vois. Je viens de la Courneuve Ouais, dans le 93. C'est un peu... j'ai eu un rendez-vous juste avant et c'est un peu ça. J'ai toujours dit ça, mais j'ai commencé un peu les pieds dans la merde, tu vois. J'ai commencé un peu les pieds où tu es un peu dans les frontières qui sont les frontières d'un département qui est pas très bien vu en France, d'une ville, une des plus pauvres de France, dont sont sortis les gens les plus connus sont footballeurs. Mais après, c'est plus connu pour les galères et la pauvreté de la ville que pour des trucs extraordinaires, quoi. Tu vois, c'est pas Chamonix. ouais. Donc, Et c'est donc la voilà, quoi. précarité, en fait. C'est aussi, Bien c'est sûr. vrai que dans ces cités-là, on sort souvent soit des coureurs, soit des boxeurs, on voit bien, ou des Mm, personnes, en fait, qui sont dans des sports un peu énergétiques, comme pour sortir un peu du marasme et finalement devenir pas une sorte de héros, mais finalement de se sortir de ce pétrin. C'est un peu ça aussi, non? Donc, toi, tu as mm, exploré, toi, plutôt, et tu as été sur un mode exploratoire, c'est-à-dire finalement je sors un peu de ce marasme en essayant d'aller découvrir d'autres paysages, d'autres façons de mm. vivre peut-être. Ouais, 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 découvrir aussi des gens parce que je suis Ouais. un être hypersensible et ouais, c'est dur hein, d'être élevé ici, tu vois, c'est un peu un combat permanent. Hein, peut être une caricature dans l'oreille de certains, mais c'est la vérité. Je me suis battu toute mon enfance, hein, physiquement, mentalement et moralement pour me sortir de là et parce que c'est dur. Parce Ouais. que c'était dur quand soit tu te bagarres pour ce que tu as, pas dans l'assiette, parce que c'est pas vrai, mais Ouais. pour tout le reste, tu vois, les gens veulent ce que tu as toi, et toi, tu veux ce que les autres n'ont pas, et tout le reste, quoi. Enfin, bref, Ouais. c'est une enfance un peu bataille, et Mhm. qui m'a donné un truc qui m'a servi, qui me sert parfois, et qui me dessert beaucoup à beaucoup de moments c'est la colère. Tu vois, j'étais un moment en colère, je suis toujours, je pense, un moment en colère. Je pense qu'il y a beaucoup des gens qui sont, d'êtres humains qui sont en colère. Et ça me sert, tu vois, ça me sert beaucoup. Ça m'a servi quand j'étais coureur parce que j'avais un gros caractère, mais ça m'a desservi parce que j'avais toujours l'impression que j'avais pas ma place, tu vois. Et, Mhm. euh, et ce truc de pas ma place, bah, il m'a mené à plein de trucs dans la vie, dont cette envie à un moment de ma vie de me barrer, d'être complètement différent, et enfin, en tous les cas, dans mon état d'esprit, et de faire des choses que les autres ne faisaient pas, d'amener un vélo là où les gens ne font pas de vélo, de faire des trucs que les gens ne font pas, et de pratiquer une discipline qui n'existait pas forcément, c'était l'ultra-endurance à vélo qui n'était pas forcément un sport, qui était plus du cyclotourisme, mais de manière, on va dire, détente, sauf une épreuve comme Paris-Brest-Paris. Mais moi, j'ai poussé les trucs pour aller un peu aux confins du monde, pour me retrouver, juste apprendre qui j'étais, et puis surtout, 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 enlever un peu cette colère et prendre Mhm. confiance en moi. Ouais, c'était un peu les questions que je voulais te poser en fait qu'est-ce que tu viens chercher en fait dans la pratique de l'ultra, puis est-ce qu'il y a un but profond, tu vois, que tu poursuis. Tu l'as déjà un peu révélé, et merci parce que c'est pas tout le temps évident. Mais en même temps, tu as conscience finalement que ta colère, c'est-à-dire que finalement, il y en a qui n'en ont pas conscience et qui vont la révéler différemment.
mais d'en avoir Mm, conscience et de pouvoir l'exprimer, c'est quand même aussi ce qu'on appelle un peu l'intelligence émotionnelle. On en fait tout un rata, mais finalement, c'est mm. un peu ça, c'est-à-dire que tu as un peu aussi travaillé là-dessus, c'est-à-dire ta vocation d'aventurier, elle s'est révélée aussi un peu sur ce versant émotionnel, parce que tu dis que tu es sensible et ça t'a permis d'apaiser sa colère. Ouais, c'est en fait mon hypersensibilité, elle est presque maladive. Je pense Mhm. que je suis à la limite de l'autisme à beaucoup de moments. J'ai eu un papa qui parlait pas beaucoup, qui était assez dur, une maman qui m'a un peu protégé, mais qui était quand même assez dure. Donc voilà quoi, j'ai appris à découvrir les humains. Tu vois, j'ai un papa qui avait beaucoup de charisme, qui m'invitait des fois dans des réunions, qui m'amenait avec des gens qui étaient des gros politiques français ou internationaux, et je me suis retrouvé très vite avec des adultes qui me parlaient comme à un adulte, et j'ai dû comprendre des codes d'adultes, et j'étais pas forcément prêt à ça. Et du coup, j'ai eu l'impression toute mon enfance, et c'est encore le cas aujourd'hui, et comme beaucoup d'humains, parce que j'ai souvent ces discussions, notamment avec Arthur que tu connais bien, mais d'être tout le temps en décalage et de pas comprendre ce qu'on m'expliquait en fait, d'être Mhm. complètement, tu vois. Par exemple, je sais que si toi, tu m'entraînes, tu vas m'expliquer une séance ou un truc, je sais que je suis en capacité de ne pas comprendre du tout ce que tu m'expliques, alors que c'est hyper simple. Un Ouais, mouvement, tu vois, je suis capable de rien comprendre, alors que tout le monde va le comprendre dans la salle, même des gens qui ne sont pas sportifs. Je ouais. mets beaucoup de temps à comprendre les choses, beaucoup de temps à comprendre les relations, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les humains, je ne les comprends pas toujours forcément bien. Mais je suis allé à des endroits du monde qui m'ont amené à prendre confiance au fait que j'étais pas si anormal, tu vois. Les Népalais, notamment, m'ont beaucoup rassuré là-dessus. En Afrique, j'ai eu beaucoup de relations aussi simples où j'avais pas de jugement de valeur. On me demandait pas ce que j'avais fait dans la vie, ou on me demandait juste, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, t'es qui? Et j'expliquais, c'était pas mon CV qu'ils voulaient, c'était qu'est-ce que tu fous là, mec, tu vois, avec un vélo à 4 500 mètres. Et ce truc de non-jugement, de bienveillance et tout, bon, il m'a sauvé la vie parce que je serais devenu fou, je pense, après ma carrière à vélo. Ouais. C'est vrai que le côté du langage aussi, parfois, il peut être mal compris, c'est-à-dire les mots, Mm, l'interprétation, la perception qu'on a. Mais est-ce que des fois, on a besoin de parler? C'était une question aussi que je voulais te poser, c'est-à-dire un petit peu plus tard, mais je te la pose maintenant. Je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que on parle des fois d'un certain charisme sans évoquer forcément de pouvoir parler. C'est-à-dire un silence, un regard. Est-ce mm, que parfois, toi, tu as souvent ça, j'imagine, dans tes longues heures de périple que tu as pu vivre dans tous les pays, mm. parfois, même avec la barrière des langues, mais un regard ou un sourire ou finalement un silence, ça suffit, non? Ouais, c'est sûr, partout dans le monde. Il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'était que j'étais un peu un cancre à l'école. Et enfin, j'étais pas extrêmement mauvais, mais je travaillais que ce que j'avais envie de travailler. Et du coup, il y a des matières où j'étais extrêmement bon, histoire, géographie, etc. Bon, j'étais pas un surdoué, mais il y a des trucs où j'étais doué et des trucs où j'avais pas du tout envie, les mathématiques, les langues, et notamment l'anglais, où j'ai eu des très mauvaises notes presque toute ma scolarité. Et j'ai appris l'anglais avec des Népalais, donc je parle Hmm. très mal anglais, mais j'ai appris l'anglais avec des alpinistes népalais. J'ai appris plein de mots d'autres langues à travers mes expéditions, et il n'y avait pas de jugement de valeur, tu vois. C'est très français de juger sur la langue, tout ça, mais en fait, il y avait tellement de regards de bienveillance, tu vois, de trucs. Tu vois, un Népalais, il peut te sauver la vie juste avec un regard, une action ou un truc. Quand tu es sur une pente très engagée sur un 6 000 mètres, 7 000 ou un 8 000, en un claquement de doigts, tu vois, tu n'as pas besoin d'expliquer pendant 15 000 heures les mouvements, qu'il faut faire exactement, quoi. Et j'ai adoré ce truc un peu animal qu'ont les Népalais dans la montagne, parce que c'est de la survie, tu vois, ils passent leur temps enfin, dans les chemins depuis qu'ils sont nés. Et j'ai adoré ce truc de, bah, juste, viens, quoi, tu vois, suis-nous et ça va le faire, quoi. Mhm. Et ouais, c'était des regards, des actions, des invitations aussi, tu vois, à manger avec eux, à se poser. Et juste, j'ai appris aussi que ne rien faire, c'était faire quelque chose, tu vois.
dans cette course-poursuite au faire, tu vois, au faire, à Ouais. prouver, à devenir quelqu'un, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire réussir aussi? Tu vois, j'avais toutes ces questions intérieures de ça veut dire quoi réussir sa vie, ça veut dire quoi être heureux, ça veut dire quoi, tu vois, et l'apaisement, je l'ai trouvé avec même dans Katmandou, tu vois, dans une capitale où c'est quand même bien le bordel, où je me retrouvais avec 12 gars, pas beaucoup de filles, mais ils étaient là, ils ne faisaient rien. Ils étaient posés et ils ne faisaient strictement rien. Et à 17h30 ou 18h, il y en avait un qui partait, qui avait un rendez-vous, un autre qui revenait. Et en fait, ce truc de, bah, c'est pas grave de ne rien faire. Et j'ai appris beaucoup de ça, en fait. Tu vois, de ce truc de, tu vois, le rapport Mm. au temps, le rapport au Mhm. silence, tu vois, le rapport au regard, tu vois, juste passer du temps avec ces gens, ça m'a fait me dire, bah, on s'en fout en fait. Ouais. On Ce s'en que fout. tu évoques, c'est super intéressant parce que j'ai comme l'impression que dans l'ultra distance, on va le chercher, mais on le trouve pas forcément. Et toi, tu le trouves. C'est-à-dire que à un moment donné, on parle de décélération. Tu vois, c'est le philosophe Arnold Rosa qui parlait de ça. Mm, Tu vois, la société, il y a tout le temps perpétuelle accélération, puis essayer de trouver mm, une résonance un peu dans ce qu'on fait, de pouvoir se poser. Puis on parle même pour le cerveau, tu vois, de faire des moments de silence. mm, Mais on fait plus trop ça en fait, parce que même, tu parlais de la performance, tu as été dans le cycliste de haut niveau, hein, tu as mm, été cycliste élite. mm, Mais dans la performance, est-ce qu'on, tu vois, j'ai l'impression que bah, finalement, on a du mal à la voir parce que on est sollicité en permanence par les partenaires, les mm, réseaux. On mm. doit afficher quelque chose, mais toi, finalement, tout ça, tu l'as mis un peu de côté, non? Bah, en fait, je t'ai entendu beaucoup pendant le live Mm. UTMB euh, d'utiliser ce mot de performance. Et en fait, je ne suis pas d'accord avec ce mot de performance Mhm. parce que Euh, je pense que un Népalais qui fait un chant népalais ou un Corse qui fait un chant de montagne ou quelqu'un qui va te faire un discours, un politique pendant 4 heures ou quelqu'un qui va te donner un cours de quelque chose, c'est une performance. Mhm. Quelqu'un qui conduit un avion, un bus, quelque chose, c'est une performance, tu vois. Quelqu'un qui arrive à attraper son bus, c'est une performance. En fait, on est dans un monde où faire des choses, c'est performer si tu réussis à les faire. Et la différence entre un athlète de haut niveau et des gens normaux qui font, c'est l'objectif de résultat en fait. Ouais, c'est ça. Et la différence entre ce que je faisais avant, et je le fais un peu aujourd'hui puisque je fais 4-5 courses d'ultra par an, un bon niveau, mais la différence avec avant, c'était que avant, je partais du principe, comme j'ai eu beaucoup de discussions avec les Australiens, avec toutes ces nations-là, qui me disaient, mais mec, en fait, la différence entre la victoire, il faut que ça soit la vie, et faire deuxième, troisième, c'est synonyme de mort, en fait. Il faut toujours te dire, mec, tu peux pas faire deuxième, tu peux pas faire troisième. Et en fait, ils avaient ce mindset, surtout les pistards, de si le gars te passe, bah, je préfère tomber que de faire deuxième, quoi. Et j'ai appris beaucoup ça m'a coûté des blessures au visage, un peu partout, un peu partout, parce que j'ai eu beaucoup de chutes comme ça, à prendre des risques. Mais c'était l'objectif de résultat, tu vois. Je devenais fou parce que bah, tu gagnes jamais en vélo, en fait. Tu vois, en ultra-trail, allez, en ultra, tu fais quoi? 5 courses par an, max. Et encore, tu fais quoi? 200 miles, on va dire, 2 fois 100 miles. En ultra-endurance vélo, c'est à peu près pareil. Moi, des aventures, j'en fais 2 par an. En cyclisme, les mecs, ils font entre 80 et 100 jours par an de course. Donc, tu perds à peu près 95% du temps, sauf si tu es un gars de la Jumbo ou un Julien Alaphilippe. Donc, tu Mhm. ne fais que perdre. Donc, soit tu as un statut qui fait que c'est pas grave de perdre, tes coéquipiers, tu prends un salaire tous les mois, tu sais que c'est ton job, tu roules 150 km dans la journée, tu pour tes leaders et tout, tu t'écartes, hop, tu finis ton étape, tu es payé pour ça. Mais quand tu as l'ambition d'aller un petit peu plus haut, mais ton truc, c'est de faire des perfs, quoi. Parce qu'il y a des sponsors, il y a des trucs, et puis surtout, tu as des rêves, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais le plafond de verre, surtout quand il y a la génération Pinot, Alaphilippe, Bardet qui est arrivé. Mais j'ai dit, il faut que j'arrête le vélo, en fait. J'ai dit, Mhm. en fait, j'étais en 6e vitesse. Je me rappelle d'un Tour du Val d'Aoste
où j'y suis retourné, hein, mais je fais toute la vallée, je fais 46 ou 47 de moyenne, on était 6 ou 7 devant, bref. Et je me rappelle d'arriver au Colle San Carlo, au pied d'un col très difficile dans la vallée d'Aoste, un des plus pentus, plus durs du Giro. Et j'arrive au pied et je me rappelle de Romain Bardet qui attaque, mais genre à 30 km/h au pied, où il y a plus de 10%, entre 10 et 15%. Et elle se dit, mais il faut absolument que j'arrête le vélo. Là, on est en face de mecs qui sont 1000 fois plus forts que moi, tu vois. Alors que j'étais fort. Tu vois, en France, j'étais solide. J'ai gagné une course professionnelle, j'ai gagné des courses élites. Mais j'étais arrivé au truc de, non, ils sont trop forts. Mhm. Donc voilà. Après, Ouais, j'aurais pu me poser 1000 questions, mais je pense que j'étais pas fait pour ça. Ça me ouais. rendait malade, en fait. Le stress, le truc de pas y arriver aussi. Parce Ouais, que j'avais des... cette logique de résultat, elle est toujours intéressante. Et enfin, moi, j'évoquais plutôt le côté de la performance comme optimiser un potentiel, tu vois. Ouais. Et Bah, finalement, je le quel qu'il fais. soit, quoi. C'est ça. Oui, C'est. je le fais, tu vois. Par exemple, à un moment de ma vie, j'ai fait en sorte d'optimiser juste simplement mon bien-être. En fait, je voulais juste être heureux. Quand je vais dans l'Himalaya la première fois, quand je vais au Népal, quand je fais 20 jours de méditation silencieuse, c'est une performance, tu vois. C'est 20 jours de Vipassana, qui est la méditation de Bouddha. C'est hyper dur. Franchement, c'est plus dur que toutes les courses d'ultra-endurance que j'ai faites. Ouais. Parce que c'est toi, toi-même, et là, tu n'as pas de paysage qui défile. Toi-même et le silence, quelque part. C'est Ah, le l'isolement aussi. silence. C'est l'isolement aussi. Le silence, l'isolement, pas Ouais. d'action physique, Ouais. parce qu'on est quand même des gens qui avons besoin Ouais. d'une certaine dose hormonale, de choses, tu vois. Ocytocine, ouais. De lien Ouais. social. Mm. T'as pas le droit de communiquer, de parler, de séduire, de regarder les gens dans les yeux, de marcher trop vite, de faire du yoga, de lire, d'écrire. Ouais, bah justement, Et c'est pendant ces heures en solitaire, à quoi tu penses? Parce que ce soit justement par rapport à la méditation très longue, comme tu mm, l'évoques, ou sur ton vélo, parce que tu es aussi sur ton vélo, mais mm. mentalement, c'est dur, non? Ouais, c'est dur. C'est Vipassana, les méditations Mm. silencieuses. Je pense que ça a été encore plus dur Ouais. parce que tu es vraiment tout seul et tu as fait ce choix. Comme toutes les choses, c'est toujours ce que je me dis dans n'importe quelle course aussi, c'est que j'ai choisi d'être là. Tu vois, on m'a pas forcé, hein. Et c'est moi qui est le chef d'orchestre de ce projet, qui soit silencieux, que ce soit une course, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a travaillé pour ça. La seule différence, c'est que quand tu fais de la méditation silencieuse, je n'avais pas d'expérience. Tu vois, je n'avais pas cette expérience, sauf l'expérience de la douleur physique, tu vois, en vélo, en course à pied, etc. Mais les mots de toute ta vie reviennent instantanément dans ton corps, au niveau du dos, au niveau des organes et tout ça, et ça te ronge en fait. Et si tu acceptes pas ton passé, etc., c'est encore plus dur. Plus tes pensées, tu les rejettes, plus tu as mal en fait, et tu passes à côté. Mm. Donc voilà, mais à quoi je pense quand je fais Vipassana ou quand je fais une course d'ultra-endurance ou une aventure, c'est pas la même chose. Quand je fais une course d'ultra ou une aventure, il y a deux Steven. Il y a le Steven qui a 8 ans, qui est dans le waouh, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et ce Steven de 8 ans, il se dit, mais pourquoi je ne transmettrai pas en instantané ce qui se passe autour de moi parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit ça. Et ce truc-là, ça me donne une force monumentale parce que je me dis, j'ai tellement eu ça dans ma vie, notamment je pense à ma maman, tu vois, qui a eu des AVC, je pense, parce qu'elle n'a pas fait assez de sport, elle ne s'est pas assez déplacée, elle n'a pas fait assez de choses qui pouvaient lui permettre de se détendre, etc. Je me dis, mais il y a tellement de gens dans leur canapé qui doivent voir ça maintenant, tu vois. Et Mm. ça me donne une force énorme. Et aussi l'effort, et aussi la réussite ou la performance, etc. C'est le même ressort, c'est si j'arrive à changer un tout petit peu la vie de quelqu'un, tout petit peu un centimètre de la vie de quelqu'un, ou lui donner envie d'aller dehors et prendre ses chaussures de course à pied ou son vélo et d'aller faire 20 bornes ou 5 bornes de course à pied, ben c'est déjà top, tu vois, j'ai déjà réussi un truc. Ça, Mm. c'est ma force. Et après, oui, j'ai mes repères d'anciens athlètes qui reviennent où je deviens un animal un peu féroce quand il y a un mec qui me titille
Ouais, je vois qu'il veut ouais, faire vraiment la course. sur les fins Je de dis, OK. course. Mais ce que tu Ouais. évoques, c'est super intéressant et je te le dis, hein, c'est vrai que tous les petits films qu'on a pu voir Mm, et notamment toutes les aventures que tu as, c'est ce versant aussi, quand on va dans la nature, c'est aussi ce côté de la contemplation et d'autant plus mm, qu'il y en a vraiment besoin en ce moment. mm, Parce qu'on sait très bien que les débats en ce moment sont vraiment fortement liés justement à la biodiversité et aux vivants. On ne pense pas aux mm, vivants. mm, Le vivant, il est extraordinaire et des fois, on s'enferme dans des subtilités ou mm, un peu médiocres, hein. On a des problèmes de mm, riches, comme on disait tout à l'heure, on mm, l'évoquait en off. mm, Mais moi, je voulais quand même te poser une petite question parce que j'avais entendu sur une course récente, hein, c'est la traversée des États-Unis, hein, mm, sur la Tour Divide, notamment à mm, 4300 km du Canada, je crois, mm, voilà, justement, traverser tous les États-Unis. mm, Et tu évoquais, on verra aussi autre chose, mais là, sur le côté du manque de lien social mm, dans ces aventures, ça a l'air d'être difficile mentalement. Et bon, alors, moi, je suis par exemple dans l'ultra-trail, mais c'est vrai que les gens, ils sont 20 heures, 30 heures, mais il y a les postes d'assistance, de mm, ravitaillement, de tout ça. Il y a beaucoup de liens sociaux. Alors que toi, tu n'en as pas, en fait. Tu es tout mm, seul pendant des heures et des heures. C'est pas mm. difficile, ça? C'est super difficile. En fait, Ouais. je me Mm. rappelle de beaucoup de moments où j'arrive notamment au chalet de trailers, c'était le chalet Compressport, où je discute avec des trailers qui se posent, je vois dans leur regard, mais pourquoi il fait ça en fait? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de truc, je suis tout seul dans la pampa et il n'y a pas de public au Triangle de l'Amitié qui m'attend au fin fond des États-Unis. Mais en fait, c'est l'intention première de la Tour Divide, par exemple, hein, c'est de relier le Canada et le Nouveau-Mexique, tu vois, c'est d'aller Mm. à la frontière en vélo le plus vite possible. C'est une des courses les plus vieilles du monde. Et en fait, je rêvais des États-Unis. J'avais envie de traverser ce pays, qui est quand même un pays presque continent, quoi. Euh, et essayer de comprendre cette culture, tu vois, parce que pour les Américains, nous, l'Europe, on est un pays, quoi, tu vois. Eux, ils sont un pays continent, et nous, on est un pays. Les Européens, c'est l'autre côté de l'Atlantique. Et, euh, et en fait, j'ai été hyper frustré, j'ai été hyper déçu, et surtout, ça a été hyper dur, parce que je n'ai pas eu personne pendant hyper longtemps. J'ai cassé un de mes téléphones. Donc, j'avais plus de relation avec aucune personne de mon entourage, ni aucune personne que je ne connaissais pas Hyper sur une base. longtemps, excuse-moi, c'est quoi par exemple? Parce que Bah, il y en a qui se représentent pas, il y en a pour eux, de hyper longtemps, c'est 3 heures. Non, ouais, non, on parle de 10 jours Ouais, sans c'est ça. communication avec l'extérieur. C'est fou. Et j'ai déjà fait plus dans ma vie, parce que j'ai traversé des univers comme le lac Baïkal, etc., ou d'autres choses en Afrique notamment. Mais tu vois, par exemple, quand je traverse la Namibie, je me dis, il y a un village qui est à 200 kilomètres. Tu vois, dans 200 kilomètres, je vais rencontrer un peuple ou des gens que je n'ai jamais vus et que je suis sûr vont être super touchés, ou en tous les cas, ça va les faire rigoler de voir un gars arriver en vélo dans notre tribu ou notre village. Et je sais que cette simple heure que je vais passer avec eux, ou des fois beaucoup plus, ou dans l'Himalaya, c'était pareil, je sais que ça va changer ma vie. Mais aux États-Unis, là, la traversée de la Tour Divide, tu es vraiment tout seul, quoi. Après, beaucoup d'autres à qui j'en ai parlé après, parce que j'avais l'impression d'avoir vécu un cauchemar, alors que beaucoup de gens ont vécu un truc super et ils ont vu des stations-service tous les 150 kilomètres. Mais moi, c'est pas ça, c'est cette solitude de même quand tu vois un gars à une station-service, c'est comme quand tu vas chez McDonald's où le gars, il a l'écouteur et en même temps, il y a ceux qui viennent en self-service et ils te parlent en même temps, mais en même temps, il a un troisième coup de téléphone de la personne qui commande le troisième truc. Et là, tu lui parles et tu sens que elle te dit, comme beaucoup d'Américains, les choses super gentiment, mais elle en a rien à foutre de toi, quoi. Et moi, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Donc, ça m'arrivait des nuits de rester à côté du comptoir de station-service, parce que c'est les seuls endroits que tu croises. Il est 3 heures du matin. J'étais à une ville qui s'appelle Cuba et je me rappellerai toute ma vie d'être assis comme ça. J'avais envie de pleurer. Et la dame, elle a senti que j'étais vraiment dans le mal, quoi. Mais comme un junkie, hein. Sauf qu'un junkie qui fait 400 kilomètres par jour, qui dort pas. Et, et je lui demandais juste de pouvoir dormir dans les toilettes, quoi. Et elle m'a autorisé des toilettes qui fonctionnaient, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait leurs besoins à 15 centimètres de ma tête pendant 4 heures, mon temps de sommeil, quoi.
Et ce moment-là, avec cette dame, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'elle m'a offert un café à moins d'1 dollar, je crois. Mais ça m'a touché parce que je me suis dit, ouais, je crois qu'elle a vu que j'étais pas au top, quoi. Et pendant tout ce temps-là, franchement, 10 jours, sans communication, sans rien, je me suis vraiment dit, bah, je vais pas faire ça pendant longtemps, quoi. Parce que ce que j'aime vraiment, c'est partager, c'est transmettre. C'est hyper dur. Franchement, c'est hyper dur. Tu vois, quand tu fais l'UTMB, je ne saurais pas dire, mais allez, je Mm. caricature, mais toutes les 3 4 heures max, tu as quelqu'un devant toi, quoi. Ouais. Ou Ou la PTL, tu l'as fait la PTL d'ailleurs. ouais, j'ai fait la Ouais, PTL ouais. La petite trotte à avec Léon. Joe Ouais, Perrine. Ouais. ouais. Donc, ouais, là, tu vois des gens. Et Mm. si c'est pas des gens, le paysage, il est cool, quoi. Là, aux US, c'était pas cool. Quand tu as vent de Mm. face, tu es sur la route 66 et tu vois le panneau, il y a marqué 200 miles. Au début, je n'avais pas compris le truc de miles, kilomètres. Tu vois, j'étais pas très bon en calcul mental, mais j'ai très vite compris. Au bout de 10 jours, tu as compris que les miles, c'est beaucoup plus long que les kilomètres. Et, et quand on a 200 à faire et tu crois dans ta tête qu'à la fin de la journée, tu t'es là-bas, c'est hyper dur parce que tu sais pas exactement quel terrain tu vas avoir. Tu vois, Ouais. c'est là toute la différence avec un Mm. ultra trail où le Ouais. parcours il est connu. Voilà, quoi. Mais c'est marrant, c'est assez, je vais pas dire paradoxal, mais tu disais tout à l'heure, effectivement, le langage, etc., c'était pas Mm. forcément ton truc. Donc, au bout du compte, tu te rends compte quand même que au bout de 10 heures ou de 15 heures ou 10 jours, tu Mm. as quand même besoin de parler, quel que soit le langage, au bout du compte, parce qu'on a vraiment besoin de ce lien social, en fait, parce Mm. que c'est vraiment dur, quoi. C'est trop dur, non, mentalement. Ouais. Mm. Non, j'ai parlé de Mhm. cet autisme, c'est surtout sur Ouais, la compréhension des choses. ouais, C'est-à-dire, je suis capable de m'exprimer. Des fois, je fais des longs silences. Je parle pas, je peux pas parler pendant 5, 6, 7 jours. Bon, je suis dans ma bulle. Mais et je parle énormément aussi, à tout l'inverse, comme tous les gens qui sont comme moi, hypersensibles. Mhm. Et, et je raconte beaucoup d'histoires et j'adore exprimer ce que je vis. Et j'ai fait des études de communication, enfin, tu sais, j'ai fait des plateaux télé, j'ai fait des radios, donc j'adore ça, j'adore communiquer. Mais il y a des fois où je ne comprends exactement l'inverse de ce qu'on m'explique. C'est tout. C'est surtout Mhm. ça, c'est que des fois, je ne Mhm. comprends pas bien les choses et je m'exprime un peu à côté de la plaque et du coup, on me connaît beaucoup pour ma franchise. Parce que j'aime pas perdre de temps, en fait. Je déteste perdre de temps, Bien passer sûr. 15 heures à expliquer Ouais, des choses ouais. qui C'est prennent une seconde. paradoxal parce que la perte de temps, en fait, c'est pas une Ouais, perte de temps pour toi rester 10 ouais, jours sur un vélo, finalement. ouais. Non, Ouais, parce tu vas que chercher quelque chose. Hmm. ouais, j'ai traversé les États-Unis, tu vois. T'as une quête. Et Hmm. ouais, et je traverse les États-Unis, donc j'ai découvert quand même 4500 km de plus dans ma vie, plus les espèces de warm-up que j'ai fait, où j'ai fait 600 ou 1000 bornes là. Et c'était cool. Tu vois, j'ai Hmm. vécu des moments, même quand j'ai fait ces recos là, où bah ouais, t'as des grizzlies en face de toi. Là, pour nous, ça veut trop rien dire en France parce que tu dors dehors, il va pas se passer grand-chose à part une souris qui va peut-être te bouffer tes trucs. Peut-être des loups dans certaines régions, parce que j'ai vu qu'ils revenaient dans le Jura. Mais quand tu as des grizzlies à 8 10 mètres de toi, tu sais que ça court à peu près à 45 50 km/h s'il est bien énervé. Tu dis, bon, bah, j'ai perdu, quoi. Ok, qu'est-ce que je fais? Tu as une petite clochette, t'as un spray là, et tu dis, Ouais. bon, bah Et voilà, la tu vie fais est une petite intense prière, quand quoi. même. Tu fais une Ouais, petite ouais, prière. non, mais je dis, franchement, il va rien se passer, quoi. Il va rien se passer. Et c'est très drôle parce que quand tu roules avec des Américains qui ont l'habitude au Colorado et tout ça, Hmm. ils disent salut ours, hello bear, mais ça dure pendant 200 bornes. Et à la fin, je suis allé voir Ted King qui a passé 10 ou 15 ans chez les pros là. Et je lui dis, tu crois vraiment que ça les fait fuir de lui dire salut ours? Et il me dit, franchement, mec, ça marche. En tout cas, dans le Colorado, ça marche. Du Ouais, coup, après, je le faisais, mais après, tu n'as plus de voix, quoi. ouais, il fait de la Surtout, communication animale, en fait, on va dire. ah, Euh, ouais, ouais. C'est et surtout pour te rassurer, hein. c'est ça. Là, on est ouais, aussi dans un podcast, tu sais, qui parle de mental. On en parle depuis tout à Mm, l'heure, en fait, au bout du compte, parce mm, que on saucissonne toujours un peu, mais finalement, tout est relié. Le physique et le corps, l'esprit, c'est une sorte d'alignement.
Moi, j'avais une question parce qu'on parle effectivement des fois que le cerveau, à un moment donné, peut être vraiment en stress. Et est-ce que tu as déjà, toi, atteint un point de rupture en fait mental pendant une de tes aventures? Vraiment, c'était Mm. borderline. Bon, j'ai entendu par exemple l'expérience douloureuse aux USA avec le refus d'entrée. Hein, Mm. t'en as Ouais. parlé. Mais Mm. est-ce que c'est ça vraiment qui, tu vois, sur cette rupture à un moment donné où vraiment c'est plus que borderline? Mm. Et comment toi, tu as pu réagir par rapport à ça? Comment tu t'es recentré un Ouais. Ouais, en fait, j'ai toujours besoin d'un moment de chaos dans mes peu? aventures Ouais. pour mettre du sens dans ce que je fais et me dire, me recentrer et me dire, OK, j'ai eu ce truc-là et maintenant, on va se concentrer, Stéphane, quoi. Parce que ce truc de la frontière américaine, voilà, pour info, je me suis fait bloquer Mm. sur une des courses les plus dures du monde. C'est comme si un gars, bon, bref, il est sur la Western States ou il passe une border ou sur l'UTMB, il passe la Suisse Ouais, si, et il y a un gars à l'entrée qui lui dit, mec, tu passes pas, quoi. Je suis désolé, mec, t'es américain, mais c'est comme si on avait stoppé Jim et on lui mm, disait, mec, je suis vraiment désolé, mais tu n'as pas tes papiers en règle. Et moi, j'étais allé en Iran, bref, j'étais allé dans mm, plusieurs pays qui sont pas très bien vus par les États-Unis. Et donc, on m'a bloqué en pleine course et c'était très dur de voir passer 50 concurrents devant moi alors que j'étais dans les 5-6 premiers. Donc voilà. Mais ouais, en aventure, j'ai eu des moments durs, des moments comme par exemple dans l'Himalaya où on avait des journées très longues, où chaque jour, en fait, j'ai passé tout le début avec un garçon qui s'appelle Ngawang Dawa Sherpa, qui est un très bon dans sa discipline. Il est spécialiste de ce genre de projet à vélo, etc. Il avait déjà fait une partie du Great Himalaya Trail, qui est une trace très dure dans l'Himalaya, qui se fait normalement à pied. Et moi, j'avais décidé de la faire en vélo. Et on arrive à plusieurs enchaînements de passes, des cols qui sont à plus de 5 000 mètres, qui passent à peu près normalement quand c'est sec. Mais c'est comme si au Grand Col Ferret, je ne l'ai jamais fait de manière hivernale, mais c'est comme si au Grand Col Ferret, en gros, il y avait 2,50 m de neige pendant l'UTMB. Je pense que ça n'est jamais arrivé, mais moi, j'ai passé plusieurs cols, dont un col qui s'appelle Lumba Sumba Pass au Népal, qui est vraiment à la frontière tibétaine. Et il y a 2,50 m de neige. J'ai mon vélo sur le dos. Ça fait 17 heures que je le porte. Je dois aller à peu près à 50 km. Et en 17 heures, je pense que j'ai fait à peu près 30 km. Et je regarde mon donc Nawang, hein, mon pote Nawang, et je lui dis, mec, c'est quoi le deal là? Et il y avait des pierres qui tombaient en permanence, des pierres de plusieurs tonnes, hein, qui tombaient en permanence parce que ça fondait. Et moi, je regardais les pierres tomber, je les entendais, je regardais une Ngawang, je voyais la vitesse à laquelle j'allais, c'est-à-dire entre 1 et 3 km/h, le vélo sur le dos à 4005, 3000, enfin entre 4005 et 5005. Et, et j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur de pas réussir, mais surtout, j'ai eu peur de mourir. J'ai senti que la nature était plus forte que moi. J'ai senti aussi que Nawang était plus fort que moi, hein, en très haute montagne, en très haute altitude. Et c'est dur. C'est dur d'enchaîner ces journées-là parce que j'étais épuisé. Et là, je devenais fou, en fait. En haute altitude, au-dessus de 5005, 6000, quand tu vas très vite, tu deviens dingue, quoi. Ça faisait 25 jours que j'étais parti. L'aventure, elle a duré 51 jours au total. Euh, J'étais à la moitié. Il me restait 70% du parcours. J'étais à la moitié du temps que je m'étais donné et surtout la moitié du budget parce que ça coûte mm, chaque journée. bien sûr. Et j'ai cru que c'était fini. Tous les jours, j'ai cru que c'était fini, mais là, c'était horrible. Et la seule parole qu'a eu une Garang, qui est un garçon qui avait 23 ans à l'époque, il m'a regardé, il me dit, je pense que t'es pas fait pour ça. Et là, en fait, il y a D'accord. le mec de La Courneuve qui est arrivé dans ma tête et qui lui a dit, mais mec, tu sais pas qui je suis, en fait. Juste, je vais t'expliquer en 5 secondes. Et je l'ai attrapé, je l'ai soulevé, je lui ai dit, mec, en fait, je vais t'expliquer. Si toi, tu es contre moi, tout le monde est contre moi. Je n'ai que toi, Ngarang. Tu n'as que moi. On n'est que tous les deux. Alors, tu vas faire un choix. Soit tu te casses tout de suite, tu rentres chez toi, tu fais ton truc. Moi, je vais continuer cette aventure et j'irai au bout. Tu crois pas en moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui a jamais cru en moi dans ma vie. Moi, je vais aller au bout. Tu fais ce que tu veux. 5 secondes après, il se met à genoux, il me dit, mais mec, il faut que tu saches, you are like God for me. Il me dit, tu es comme Dieu, pour moi, tu es comme Dieu.
Et je dis, mec, c'est pas ça que j'attends de toi. Ce que je veux, c'est qu'on aille au bout. Il me dit, mec, on est en train de devenir fou. On est en train de devenir. Je lui dis, je le sais, mais arrête. Je dis, arrête de faire ton môme de 5 ans. De toute manière, on est en difficulté. On a été hébergé le soir. Je pense que c'était 7-8 heures après ce moment-là, par des éleveurs de yaks. Donc, un yak, là-bas, ça se revend 10 000 euros, hein. Donc, le mec était pas loin d'être millionnaire en yak. Il dormait sous une bâche bleue que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de bricolage ici, avec 4 bouts de bois. J'ai dormi sur un tas de bois, je me suis explosé le dos. Ils m'ont proposé à manger 15 fois, mais j'étais tellement mort que je ne pouvais pas me réveiller. Et on a dormi là, tu vois. Et on a continué notre vie. Et le lendemain, tout avait disparu, cette colère, etc. Parce que c'était trop dur, tu vois. C'était tellement dur que bah, ça servait à rien de rajouter des problèmes dans ce truc qui était déjà une grande montagne à parcourir. Mais justement, de ce chaos que tu vas chercher là, j'ai l'impression que justement, on va le chercher quand même quelque part. Mm, Et c'est en fait ce qui permet de vivre complètement et pleinement l'aventure. Parce qu'en fait, si ça se passait, entre guillemets, plutôt bien et que on parle de sortir un peu les zones limites, mais tout dépend des mm, limites, hein. Certains, ça va être une petite course et puis d'autres. mm, Et toi, tu vas vraiment les chercher, mais finalement, on va un peu le chercher, le chaos, quand on prépare ce genre d'épreuve et on sait qu'on peut y être confronté et que c'est parce qu'on surmonte ça aussi, peut-être, que l'aventure est plus belle, non? mm. Ouais, moi j'ai un truc qui est une super force et une super faiblesse. J'entendais un podcast d'un autre copain qui est sans doute un des meilleurs du monde aujourd'hui, qui s'appelle Sofiane Seili, qui a gagné la Tour Divide une fois, qui a gagné la Silk Road 3 fois. Et il disait un truc, et en fait je lui ai dit ça avant la course, avant la Silk Road qu'on a fait là au Kyrgyzstan il y a 3 semaines, un mois. Je lui dis, mais mec, ce qui est dingue, c'est que toi et moi, on est vraiment des cancres. On est vraiment les plus mauvais élèves de la course. Et en fait, c'est ce qui nous sauve parce que je ne supporte pas étudier, par exemple, reconnaître le parcours d'une course à chaque fois que je l'ai fait ou chaque fois que j'ai reconnu des parties. Sur cette partie, je trouvais ça encore plus dur, tu vois. Alors, je comprends que sur un UTMB, ça soit indispensable parce que tu as des repères, tu vois, tu as des repères de pose de pied. Il est comment le terrain cette année, blablabla. Tu vois, je sais qu'à la Foulie, j'ai cette vision, ce truc, cette émotion, cette odeur. J'adore ça. Le seul truc, c'est que quand ça dure 10 jours, ouf, quand tu l'as déjà vécu très longtemps, je te promets que revenir là, tu sais ce qui t'attend. Ouah. Alors, soit tu le vois de manière positive, mais ça peut être hyper dur, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte avec Sofiane qu'à un moment de la course, au CP1 de la Silk Road, on croise Sébastien Breuer, qui était champion d'Europe de VTT marathon. Donc, le gars est une machine et on le croise. Et je dis, putain, mec, il abandonne déjà. Je dis, mais il est déjà en train de bâcher. Et en fait, la vérité, c'était que le CP était à 10 bornes et il avait juste touché le CP. En fait, on repassait par la même route. Mais on n'avait tellement pas étudié, tu vois. Il y a des fois, en fait, tout ça pour dire que je suis un mauvais élève. Donc, Mhm. je cherche le chaos et des fois, je fais exprès de ne pas étudier pour découvrir la vérité. La connerie que j'ai fait, des fois, me rend service, des fois, ne me rend pas du tout service. Le truc des États-Unis, ça ne m'a pas du tout rendu service. Mais des fois, j'ai cette fraîcheur psychologique de me dire, je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. Et je m'attends à rien. Mais Mais, ouais, sur mais la juste, PTL, ça m'a ouais, coûté ouais, vachement parce ouais. que... Mais justement, c'est un peu paradoxal parce que des fois, enfin, on voit beaucoup de personnes, si tu veux, faire un des scénarios sur les ultras, notamment, Hmm, sur l'ultra distance, en disant tout va bien se passer, mais en fait, ils vont payer très cher une épreuve, en sachant hmm, que c'est certainement que ça va mal se passer aussi, parce qu'on peut hmm, pas tout contrôler. Et en fait, faut contrôler une sorte de tout, mais finalement, des fois, laisser un peu une sorte de petite lâcher prise. Moi, je hmm, voulais te poser une question aussi, parce que justement, dans le côté mental, tu parles d'audace. Et moi, je trouve que hmm, c'est intéressant parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans le côté mental, mais comme le courage de tenter l'originalité. Je trouve ça sympa. hmm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu vois, c'est quoi la chose la plus audacieuse, en fait, que tu as pu faire déjà, puis aussi que tu envisages un peu dans le futur, pourquoi pas? Je ne sais pas si je suis Ouais. audacieux, je ne sais pas si je suis... Mais en tout Tu cas, vois, tu dans le parles monde... d'audace. Mhm. Oui, je parle Ouais. d'audace parce que je trouve ça audacieux d'avoir l'ambition de traverser l'Himalaya en vélo Mhm. ou bien farfelu. En fait, cette audace, elle vient
de tenter, tu vois. Quand je dis que j'étais pas fait pour le vélo, je pense que j'étais pas forcément fait pour le vélo, mais venir de la Courneuve et gagner une course élite ou traverser l'Himalaya, bah, je trouve qu'à un moment de ma vie, j'ai eu de l'audace. J'ai eu l'audace de me barrer, d'aller en sport-études, d'aller faire de la méditation silencieuse au Népal, de traverser l'Himalaya, de traverser le lac Baïkal. Tout ça, c'est de l'audace parce que dans le terme audace, c'est j'ai peur, mais j'y vais, tu vois. Et au fond, j'en ai rien à faire, tu vois, parce que j'ai rien à perdre. Et l'audace, elle part de là, pour moi, c'est vas-y, mec, tu vois, vas-y, prends tes chaussures. Les gens, ils me demandent, mais c'est quoi la clé pour commencer? Bah, barre-toi, prends un sac à dos et vas-y, quoi. Va déjà en montagne, va passer du temps en montagne, va essayer de faire des choses, essaie de te réaliser, essaie de faire un tour du Mont Blanc, un GR20, un truc, essaie juste de faire, tu vois. Et l'audace, elle part de ça. Ensuite, l'audace, c'est de vouloir mettre des caméras là où on ne voulait pas mettre des caméras, c'est-à-dire dans l'Himalaya ou quand je fais Paris-Dakar à vélo, dans le Sahara, bah, j'ai mis des caméras, je me suis mis en exposition. J'ai pleuré à la caméra, tu vois, j'ai pleuré devant les gens. Des super-héros qui pleurent, des aventuriers qui pleurent. Enfin, aujourd'hui, cite-moi des noms, mais j'en connais pas beaucoup, tu vois. Et j'ai l'audace de me montrer à poil, tu vois, parce que ça, c'est se montrer à poil, je trouve. Pleurer pour un homme devant la caméra dans notre monde, il y a 20 ans, c'était encore moins bien vu, mais j'ai ce truc-là, tu vois. Après, je, je pense que je suis moins audacieux qu'un aventurier de 1950 qui décidait de traverser l'Antarctique Ouais, avec 150 chiens de traîneau, euh, en disant la vérité, qui en tue à peu près 80% et qui réussit. Et voilà, je suis moins aventureux qu'un Jean-Louis Étienne ou que les plus grands explorateurs des anciens temps ou les premières personnes qui ont mis des petits piolets en haut des sommets, tu vois. ouais, Mais en même temps, c'est ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est la découverte. Tu vois, je pense que l'ultra-endurance à vélo, ça va devenir notre trail running à nous. Tu vois, je pense qu'on va devenir un peu le trail running de demain, notamment off-road. Et, euh, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des trailers. Je vois beaucoup tu vois, j'ai suivi votre live hein, et beaucoup de focus sur les statistiques. Tu as vu les temps de pause, tu as vu les trucs. ouais. Oui, oui, mais une Courtenay fait 8 minutes de pause, tu vois, à Courmayeur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des vérités. Je pense qu'il faut aller vite, mais je pense qu'il faut revenir à soi des fois et dire, OK, mec, OK, là, il Mhm. faut se poser. La différence entre Courtenay, euh, un, un, un Arthur, un Jim ou, euh, ou un Blanchard qui est aujourd'hui Formule 1 avec Alix des Ravitaux, tu vois, c'est que tu vois, ça va être 19 secondes ou 56 secondes ou 1 minute 16. Bah moi, ça va être 1h16, tu vois, ou ça va être, tu prends 4 heures pour dormir. Parce que si je dors pas pendant 10 jours, bah, je meurs en fait. Ou si je meurs pas, je suis complètement inconscient et j'ai des chutes. Ouais, est-ce qu'on n'est pas justement dans des extrêmes un peu différents? C'est-à-dire que il y a de l'extrême d'aventure que tu évoquais, Mm, c'est-à-dire aller faire des premiers sommets. Et, il y a des mm, gens qui sont malheureusement décédés hein, par rapport à mm. ça et qui, de leur passion, sont partis dans l'extrême. Mais on reste toujours dans l'extrême parce qu'après, on est dans l'extrême de performance au bout du compte où là, ça va être des parcours et comme tu l'évoques, on va optimiser, on va contrôler un petit peu. Et on va même proposer à monsieur et madame tout le monde l'extrême de masse en fait parce que faire l'UTMB pour tout le monde, c'est une extrême de masse. Ou faire le grand raid, c'est le proposer, mais c'est quand même un peu plus contrôlé, c'est quand même un peu sécurisé. Il n'y a pas une mise en danger. Et Mm. c'est là où tu évoquais le fait que toi, en fait, à un moment donné, tu as besoin peut-être d'aller plus de l'extrême d'aventure. J'ai l'impression quand même de te retrouver quand même face à toi-même, vraiment dans des grosses difficultés, dans des éléments de chaos, et c'est ce qui te permet aussi, toi, de vivre pleinement, non? Ouais, ça me remet à moi-même, quoi. C'est une histoire de retour au temps aussi. Ouais, Parce que généralement, quand je fais des aventures, j'ai adoré hein, faire la Race Across France, faire Race Across Belgium. Je suis passé par des endroits que je connaissais, d'autres que je connaissais moins, mais 80% voire 90 de ces endroits, je les connaissais. Et surtout, ça passait par des routes. Mais quand tu es au Kyrgyzstan, j'arrive à la deuxième nuit, je suis en 5 6e position.
j'ai sommeil, super sommeil, alors que normalement, c'est pas le cas à ce moment-là. Mais on vient de monter, je crois, plus de 2200 ou 2300 mètres de D+, très rapidement. On vient de pousser le vélo pendant 3 4 heures pour les meilleurs. Les autres, derrière, ont poussé pendant 15 16 heures, tu vois. Et je suis en difficulté, quoi. Et je dors dans une cabane avec des gens. En fait, c'est un môme de ouais, 10 12 ans, je pense, qui m'a fait rentrer parce que je me suis allongé à côté de leur cabane et ils avaient des chèvres. Et je me suis posé là en me disant, au moins, je suis en sécurité, quoi. Et en fait, il m'a dit de venir à l'intérieur et j'ai dormi collé à cette famille, hein. Le truc, il faisait 4 mètres carrés, hein. Donc tu pouvais pas mettre plus de 6 corps. On était allongé par terre. Et ce moment-là, je sais que je ne le retrouverai pas sur l'UTMB, Bah non. sur la TDS ou sur la Diac, tu vois. Et ces moments-là, j'en ai 10, 15, 20 par course, des fois beaucoup plus dans l'Himalaya, sur des aventures de 50 jours. Mais ce truc de moment présent, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais là, c'est vraiment ce moment-là, c'était incroyable. Ces moments-là, j'ai du mal à les filmer même. Parce que j'ai tellement envie de les vivre et de les, tu vois, de les imprimer dans mon cerveau, dans mon cœur et tout, et de me dire, ouais, j'ai vécu ça, tu vois. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que, ou les Imba, ou les Maasai qui me disent, il faut que tu restes avec nous, reste avec nous, tu vas voir, on va t'apprendre plein de choses. Bah ils font pas ça pour l'argent, hein, tu vois, ils veulent juste, ça leur plaît que je sois avec eux. Et je les fais rire, et eux, ils me font rire, et on rigole, et on partage des trucs, et on apprend ensemble, tu vois. Et ça, c'est beau, et ça reste. Ça restera Mm. toute ma vie, tu vois. Ouais, parce que Au-delà de ouais, la quatrième, de la Silk Mm. Road, de la Mm. Tour Divide et tout. Ça, c'est des C'est résultats, en fait, marathon, comme tu l'évoquais tout à l'heure, mais bien sûr. tu parlais de vivre pleinement, puis même à un moment donné, tu parles d'une sorte de méditation, et bon, on entend beaucoup, tu es le côté de la pleine conscience, de Kabat-Zinn, etc., on a amené, mais au bout du compte, là, on est en plein dedans, parce qu'en fait, le temps, il est tellement long que finalement, tu te permets aussi d'avoir des petites bribes Mm. de côté social que tu vas apprécier ou de liens en fait forts, de silence, de moments comme ça. C'est un peu ça, j'ai l'impression, parce que le temps est tellement très très long et l'isolement est tellement dur que là, avec la fatigue, etc., il y a ce côté méditatif un peu qui arrive. Mm. Ouais, et puis il y a un autre truc, c'est le rapport entre la vie et la mort, quoi. Ouais. Parce que quand il fait -20 la nuit au Kyrgyzstan, Hum, bah, il faut trouver un moyen de te sauver la vie, hein. Moi, j'ai fait le choix, je pense que j'étais le seul dans la course, hein, c'est mes conneries à moi, mais j'ai choisi de prendre d'autres équipements, de prendre un duvet confort, je crois que c'était un 8 degrés. Je pense que Sofiane, les meilleurs, ils avaient un 0 degré, 2 degrés, voire -2, tu vois. Les moins bons de la course, ils prennent des -20, -50 degrés, donc des duvets qui font 6 8 kilos. Moi, mon duvet, il faisait 800 grammes. Mais j'ai fait ce choix-là en me disant, ah, je vais toujours trouver une solution et il vaut mieux dormir dans du dur, tu vois, dans une cabane ou une maison ou un truc, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, ou sous un rocher, hum, que de dormir dehors. Ça m'obligeait à trouver des solutions et à pousser plus loin, quoi. Mais quand tu es explosé, il est 4 heures du matin, tu penses qu'il y a une chose, c'est te jeter dans ton truc. Là, j'ai jamais touché ma limite, mais ce soir-là, quand je vais dormir dans cette famille-là, franchement, j'ai peur. J'ai peur de dormir dehors parce que je me dis, il est 22 heures, il fait déjà super froid. Et j'entendais les roues des gars qui étaient genre dans la vallée, qui étaient à 3 bornes de moi. Mais en fait, ça résonnait tellement que j'entendais les gars. Et je dis, franchement, je vais dormir là, quoi. Parce que ma balise, ils vont la voir qui est arrêtée. Ils vont se dire, bon, le gars, il est dans le mal et il s'est arrêté. Et en fait, eux, ils sont endormis vers 3 heures du matin. Mais ils ont dormi aux heures les plus froides de la journée, de la nuit, tu vois. 3 4 heures, 5 heures, 6 heures, lever du soleil. Ça, c'est horrible, tu vois, que ça soit sur l'UTMB ou n'importe quelle course. La Diag, je sais pas, mais je crois que la nuit, il fait froid aussi. Tu vois, il fait très chaud le jour au Kyrgyzstan, comme sur la Diag, et très froid la nuit, mais pas humide. Il fait froid, sec, mais dur, tu vois, un peu polaire, quoi. Et voilà, donc j'ai dormi dans les phases où il faisait assez chaud, en gros, -2 degrés, jusqu'à 2 degrés. mhm. Et voilà, quoi, tu Ouais, vois, tu vas chercher c'est le fou, côté. ça. En fait, là, on parle, tu vois, de côté de la survie, mais en fait, à l'origine, notre cerveau, il est basé là-dessus, quoi. Donc, Mm, finalement, c'est la survie. Tu es en mode,
tu vis pas, tu vis presque pas ta course. C'est-à-dire que tu es presque dans des phases souvent de survie. Au bout Mm, du compte, c'est-à-dire que là, tu t'exposes, en fait, tu exposes ton cerveau à le mettre dans des situations de stress. Je mm. pense que mais, mais au bout du compte, il y a toujours cette limite qui vient te dire dans ton cerveau, de dire oui, attention, là, c'est borderline. Ouais. Ouais, et puis Ouais, là, la différence, c'est l'expérience, comme ouais, dans toute discipline, l'apaisement aussi, et te dire que c'est pas grave, quoi. Te dire que là, vaut mieux perdre 1 heure ou deux, ou par exemple, prendre plus de bouffe, plus d'alimentation à un endroit où tu sais que derrière, c'est 300 kilomètres sans rien. Bah là, vaut mieux être chargé à bloc, tu vois, avoir tous les trucs. C'est ça la différence, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, mais ouais, t'as fait 16 de moyenne sur ta course. Mais tu sais, les mecs, je peux même plus me mettre en colère parce que je peux pas expliquer ce que ça veut dire de rouler pendant entre 20 et 24 heures sur 24 pendant 10 jours et à une moyenne de 3 4 000 mètres. Mais au Kyrgyzstan, c'est très dur pour ça et t'as pas vraiment de tarmac, donc tu roules moins vite. Tu as des cols qui sont très longs, jusqu'à 60 km de montée, et t'es mort, quoi. Donc, ouais, tu ouais, réfléchis, oui, à anticiper tous tes besoins, à avoir vachement de bouffe avec toi alors qu'il n'y a pas grand-chose, vachement à boire alors qu'il n'y a pas grand-chose, pas boire dans les mauvaises rivières qui sont proches des animaux, parce que sinon tu vas tomber malade, comme 95% des gens de la Silk Road. Pas te blesser, faire des descentes rapides, mais pas, tu vois, pas prendre le risque qui te tuerait. Pas passer à des endroits hyper techniques ou hyper dangereux la nuit si possible. On a fait plusieurs river crossing, des trucs où la rivière, tu sais pas s'il y a 30 centimètres de profondeur ou 1,20 m, tu vois, voire 1,50 m. Et ouais. voilà, c'est plein de paramètres qui demande d'être lucide. Et ouais, la différence, c'est la vie, la mort. Tu fais tes choix. Et ça, l'Himalaya et le Dakar aussi, ça m'a appris beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ce versant, entre guillemets, on parle un peu dans ce podcast de mental, mais de la capacité d'adaptation et d'acceptation aussi, à un moment donné, de te mettre dans Mm, les conditions. J'avais une petite question, parce qu'il faut quand même qu'on la pose toujours, elle est un petit peu en aparté, mais notamment, tu as à un moment donné utilisé l'expression est mental pour parler de mental. Je trouvais ça marrant. mm, Mais en fait, je la pose à tout le monde. Pour nos auditeurs, toi, c'est en quelques phrases, c'est quoi le mental pour toi, en fait? Parce que j'aime bien te poser cette question à chaque mm. invité. Non, le mental, pour moi, c'est un outil qui me permet de une certaine, on va dire, résilience, mais c'est mon outil qui permet de tenir, quoi, qui permet de faire le lien entre mon physique et les rêves que j'ai, quoi. Les rêves que j'ai, les envies et les objectifs que je peux me donner, parce que des fois, c'est des objectifs à court, moyen, long terme ou une épreuve. Et, euh, et sans mental, je ne pourrais pas. Il y a des gens qui me disent souvent, mais toi, ta force, c'est le mental, mais des fois, ça veut rien dire parce que il y a toujours plus fort que soi, mentalement, physiquement et tout ça. Mais oui, je pense que j'ai mon éducation, mon enfance, ma jeunesse m'a formé à ne jamais rien lâcher. Mais on trouve toujours plus fort dans ce truc de rien lâcher. Voilà. Ouais. Et au bout du compte, c'est un peu aussi vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que il y a aussi quelque chose des ressources intérieures aussi Mm, parce que tu te retrouves quand même pas mal seul, notamment quand tu parles de toutes tes journées et quand on traverse la vallée, quand on traverse, enfin, mm, tous les projets que tu as pu faire. Moi, mm, j'avais une autre question parce que tu sembles passionné en fait par le lien humain, puis aussi par le côté de la nature. Est-ce que on est dans les dernières questions hein, mm, de notre entretien. Est-ce que tu as des projets en fait qui pourraient associer cette passion à une cause un peu environnementale? Est-ce que tu es sensible à ça? Est-ce qu'il mm. y a des regards là-dessus? Bah ouais, en fait, après l'Himalaya, c'était d'ailleurs, c'est assez drôle de le dire, mais c'était dans l'avion du retour où j'écris toujours le projet d'après, soit dans le train, soit dans l'avion du retour, soit sur le vélo, parce que des fois, je vais à certains projets en vélo. Et ouais, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire qui te ferait rêver?
qu'est-ce qui te permettrait de montrer notre petitesse vis-à-vis de ce monde. Mais comparé à l'Himalaya, c'est difficile de se projeter. Et j'ai créé un projet qui s'appelle le 666 Project, qui était de traverser les 6 déserts les plus hostiles ou les plus durs du monde, enfin les plus froids, les plus chauds, les plus arides. Et, euh, et mon projet, c'était de les traverser, de montrer, de documenter ça, soit en live, soit à travers des documentaires, et de le montrer. Donc, tu vois, dans le Namib, par exemple, j'ai vu des populations qui avaient réussi à s'adapter à des conditions extrêmement difficiles. Après, il n'y a pas énormément d'habitants, mais il y a des gens qui arrivent à vivre à 40, 45 degrés, 50, voire 60 degrés. Et donc voilà, donc j'ai commencé ce projet il y a 2 ans et demi maintenant. Là, je vais être à mon troisième désert. J'ai traversé donc le désert du Namib. Enfin, j'ai fait Kalahari, Namib. J'ai fait 4500 km en Namibie. Là, j'ai fait le désert de Gobi aussi l'an passé, 2000 km, un peu plus de 2000 km là-bas. Et là, je vais entamer le désert le plus aride du monde, en Amérique du Sud, l'Atacama. Donc, je vais partir Mm. soit de La Paz, soit de Cusco au Pérou, donc très très haut, à plus de 4000 mètres. Et je vais descendre jusqu'à Santiago, du Chili. Et voilà, je veux découvrir ça, je veux le montrer. Je pars du principe aussi qu'on est dans un monde de communication, d'images. Et j'ai envie de montrer, ça parle souvent beaucoup plus aux gens, même si le vocal est hyper important. J'écoute beaucoup de podcasts dans mes aventures, mais je suis très touché par les images, en fait, par la beauté de ce monde. Et l'Himalaya, c'était ça. C'était montrer l'histoire d'un petit môme de banlieue qui traverse l'Himalaya, qui a ce rêve-là, ça s'appelait Rêve d'Himalaya. Et là, c'est pareil, c'est montrer des paysages extraordinaires, des animaux en Namibie qui sont extraordinaires aussi. Et là, ça va être pareil, ça va être continuer ce projet et poursuivre et montrer, quoi, montrer qu'on est tout petit et si on fait rien, c'est-à-dire, c'est pas que nous, hein, c'est les instances, c'est les gouvernements et aussi individuellement, parce qu'on a tous notre petite mission, ben, on va vers la catastrophe. Aujourd'hui, c'est un peu acté Ouais. et, euh, et Et c'est voilà, de, j'ai envie de ouais. montrer tout ça. Et c'est de montrer aussi que finalement, nous, on va aller survivre hein, mais Mm, qu'il y en a qui y vivent, en fait, mm, dans des conditions bien sûr. extrêmes, et notamment que ce soit des fortes chaleurs, des grands Mm, froids ou des conditions vraiment extrêmes. mm, Nous, en fait, enfin, toi, aventurier, tu vas traverser, tu vas essayer d'y survivre, mais eux, ils mm. y vivent, en fait. C'est un peu ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Ils survivent pendant une période déterminée, c'est-à-dire que Mm. on parle de résilience, de difficulté, d'apaisement. Mais oui, mais c'est 10 jours, mec, tu vois, ou sur une course de trail, bah, c'est rarement plus de 5 jours ou 10 jours pour les très, très, très longues. Mais sinon, c'est 20 heures, 24 heures, 50 heures. Et moi, quand c'est 10 jours, 15 jours, 20 jours ou 50 jours, c'est dur, mais c'est 50 jours de ma vie. Il y en a, c'est toute leur vie. En fait, le truc, c'est que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'acceptation, bah, elle Mm. est là depuis très longtemps, depuis voire même toujours. Et quand tu parles de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique à ces populations-là, certaines rigolent, certaines disent que c'est Dieu ou c'est la montagne qui donne ces réponses, parce que leur Dieu, c'est la montagne d'à côté pour les Ouais. Maasai, par exemple. Mais ouais, c'est fou, en fait, l'apprentissage que moi j'en retire, mais surtout de l'apaisement total avec lequel ces personnes vivent là, parce qu'elles n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe forcément dans le monde, parce qu'ils n'ont pas la télévision, la radio et encore moins les social médias pour la plupart. Mais ouais, je trouve ça beau en fait, et je trouve ça tellement pur d'être relié tant à ce truc de la vie, la mort et les besoins primaires. Tu vois, c'est juste dormir, manger, puis après on réfléchit à s'habiller, parce que j'ai vu des populations à travers le monde qui n'étaient pas beaucoup habillées. Et elles ont leurs habits, leurs habitudes, leurs trucs, et voilà. Donc ils cueillent, ils pêchent, ils chassent, ils vivent et ils vivent parfois beaucoup plus heureux que nous. Voilà, Mm. même si on essaie pour beaucoup de les chasser. C'est Et vrai que les perceptions sont mm, différentes. Moi, il me reste deux petites questions hein, et notamment sur les courses que tu vas certainement faire prochainement, puisque tu en as fait déjà beaucoup et c'est mm, passionnant. Hein. Moi, je trouve passionnant les défis personnels.
Parce que quand tu parles de défis personnels, est-ce que déjà tu te fixes des objectifs précis et comment un peu tu choisis tes aventures? Est-ce que c'est plutôt un coup de cœur ou un long Mm. processus de réflexion, tu vois? Il y a plusieurs choses. En fait, il y a eu un truc à un moment de ma vie, c'était que quand je fais Paris-Dakar, par exemple, c'était 5600 km, je mets 20 jours, un record du monde, ok, super. J'ai séduit beaucoup de gens, tout le monde sauf mes pairs. C'est-à-dire que les communautés ultra-endurance, ils ne savaient absolument pas qui j'étais, c'est probablement le cas encore aujourd'hui. Aux États-Unis, je ne suis personne, même si j'ai fait la Tour Divide, je fais quatrième, etc. Mais je suis pas du tout une légende, tu vois. Et j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable bah, de... C'est comme si un trailer faisait que des projets off et jamais il faisait de course. Tout le monde dit, ouais, putain, c'est génial ce qu'il fait, Ouais, mais bah, pourquoi tu fais pas de course, mec, tu vois? Parce que c'était un peu rentré dans le moule. Même si je suis rarement dans le moule, j'avais besoin de me confronter, de voir si j'étais encore dans le jeu, tu vois. Et juste, qu'est-ce que je pouvais améliorer? Qu'est-ce que ça pourrait améliorer? Parce que quand tu es en course, c'est aussi les dettes de sommeil et tout ça, tu réduis tes temps de récup et tu apprends à aller plus vite et ça t'oblige à te pousser, quoi. Parce que quand tu fais de la rando à 3 km/h, c'est OK, euh, mais quand tu dois courir à 15, c'est pas la même chose. Et moi, c'est un peu ça, tu vois, rouler à 20 km/h en VTT au Kyrgyzstan, bah, ça me faisait rêver. Le Kyrgyzstan me faisait rêver. J'étais jamais allé là-bas, ça me faisait absolument rêver. Quand je choisis de traverser le lac Baïkal, bah, ça me faisait rêver, quoi, clairement. Et ça part toujours d'un rêve, d'une destination, d'un rêve. Les États-Unis, j'avais peur. C'était fou, mais j'ai eu plus peur des États-Unis que n'importe quel projet pour l'instant, parce que c'était long. Je trouvais ça hyper long, 15 jours d'aventure, mm, alors que j'ai fait beaucoup plus long. Mais je savais que ça serait beaucoup de douleur, parce que c'est des grandes pistes et tu n'as pas beaucoup de jeux, en fait. Et ce que je déteste dans la vie, c'est pas m'amuser, pas ouais. rigoler, pas rencontrer d'humains. Et c'était pas du tout un jeu. C'était C'était 4 300 km, c'est ça? Et t'as fait plus, hein, ouais. aussi. Ouais, 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 t'as fait. ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, j'ai fait les détours, la station essence qui est à 5 bornes, machin, les conneries de. Je réserve un hôtel sur Booking parce que j'ai 1 minute de connexion chez des personnes âgées à 150 km d'une ville qui s'appelle Butte. Je réserve et en fait, la truc, elle est à 8 km de la trace et 8 km plus 8, ça fait 16 bornes. Enfin bref, ça tous les jours, ça va vite. Et ouais, c'était pas un jeu. Ouais. Donc Donc, c'était dur. est-ce que tu as une nouvelle aventure en tête alors? Est-ce Ouais, qu'il y en non, mais a? Qu'est-ce qui t'attend pour le futur? j'ai des projets là. J'ai Ouais, l'Atacama c'est en novembre. J'ai l'Atacama en novembre, c'est 4000 km, qui est pas une ouais, course, mais qui est un projet comme ça. Mais en fait, j'ai un truc dans la tête, ça fait 2 ans. Quand je suis arrivé dans ce milieu, j'étais un peu en confiance en me disant, je pense que je suis capable de gagner une course internationale dans la première année. Et j'ai toujours pas réussi après 3-4 ans. Du coup, j'ai fait 4, 4, 5. Voilà, j'ai fait toutes les places. Après, j'ai gagné des courses comme. Enfin, si, j'ai gagné Northscape 4000, tu vois, qui est une course du lac de Garde jusqu'au Cap Nord, qui fait 4500 bornes. Et j'ai battu le record de l'épreuve de 30 heures, tu vois. J'ai dormi 15 fois 5 minutes en 10 jours. Mais c'est pas en fait, ce que j'aime, c'est faire des performances, mais avec les meilleurs du monde, tu vois. Pas me dire j'ai gagné une course et on était 8 au départ, ce qui est pas vrai. hmm. Ouais, Mais tu veux le faire avec les légendes en fait ah ouais, ah ouais, Parce ouais. que c'est les légendes du gravel quelque part. C'est ça en Ouais, fait. du Ouais, c'est vrai. gravel, de l'ultra-endurance à Ouais, c'est vélo. ça. En fait, Hmm. Il y en a des aujourd'hui, légendes, hein. c'est Hmm. segmenté. Tu vois, on est un Hmm. peu là dans une segmentation qui va se rapprocher très fortement de ce qui arrive en trail. Hmm. C'est-à-dire, il y a les Golden Trail où là, c'est plus du coureur je caricature, mais on n'est pas loin de ça, de 50 km Ouais, à des formats. 70-80 qui vont très très vite, tu vois, qui sont capables de faire des marathons extrêmement rapides. Après, tu as des coureurs de 100K, CCC, etc. Et cetera. Et après, tu as des coureurs de 100 miles. Et moi, les coureurs de 100 miles, nous, c'est nos cours. Ah oui, il y a les coureurs de PTL, de Tour des Ouais, Géants, Tour aussi des des tours des Glaciers, géants c'est comme il y notre. a eu là ce week-end. Ouais. Donc, euh, donc voilà, tu vois, et moi, je suis plus dans ces trucs de Tour des Géants, Tour des Glaciers, de l'Ultra. Mes courses, elles font entre 1000 et 4500 km, voire plus. Et c'est long, quoi.
Et il y a des courses maintenant de gravel qui font entre 100 et 200 km, qui sont extrêmement rapides. Et tu as beaucoup d'anciens pros et des pros actuels qui participent parce qu'il y a des prize money qui sont énormes aux États-Unis, de l'ordre de 10, 15, 20 000 euros par course, ce qui n'existe pas sur des courses pro sur route, hein. Mais il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de sponsors qui foncent là-dedans et qui est un format qui est cool. Mais aujourd'hui, je suis un papy, quoi, pour ce truc-là. Je vais y aller. Si, je vais faire 15e. C'est génial, mais ça va pas changer ma vie. Mes partenaires, ils s'en foutent. Moi, je vais pas être frustré, mais je vais prendre une claque. J'aurais payé un billet d'avion, j'aurais consommé du carburant en l'air et voilà. Et surtout, j'aurais fait 150 bornes, tu vois. Si je prends un billet d'avion, c'est pour faire 5 à 7 000 ou 10 000 kilomètres dans un pays, quoi. C'est un Ouais. peu ça, aujourd'hui, ma vision du truc. Est-ce que c'est pas difficile justement quand on arrête ce genre de projet, de défi, qu'on se Mm. retrouve un peu chez soi? Il y a un petit peu le blues aussi des coureurs d'ultra, par exemple. Il faut Mm. repartir en fait parce que le cerveau il bloque un peu, il a tellement vécu quelque chose d'exceptionnel, non? Ouais, la seule différence, Mhm. c'est que, c'est que entre Mathieu Blanchard, Kylian Jornet sur la ligne d'arrivée de l'UTMB, 150 000 personnes, tout le parcours, allez Matt, ou Mhm. d'autres comme Arthur qui finit sa course, les bras, le truc, les gens, les journalistes. Putain, mec, il se retrouve dans sa bulle, il est explosé, il dort 2 jours et voilà. Moi, j'ai passé 10 jours tout seul. C'est-à-dire que non, je n'ai, ma Il est... vie est la même, quoi. Je vais voir plus de gens après que j'en ai vu pendant la course. Ouais, c'est Du ça. coup, limite, c'est cool, Ouais. tu vois, parce qu'à Mhm. l'arrivée, on est super content. Tu vois, on est une bande de 50 mecs dans le monde, enfin, un peu plus, mais Il y a 50 une mecs famille en fait. Il y a une pour un famille. bon. Ouais, c'est ça, Mhm. c'est exactement ça. De retrouver Mhm. les gars et de raconter nos histoires. Mec, il m'est arrivé ça. Ah ouais, putain, c'est ouf. Moi aussi, j'ai dormi là, tu vois. C'est trop drôle, tu vois, parce qu'on est les mêmes, au fond. On a juste envie de se dépasser, de découvrir des univers. Et il n'y a pas tant que ça d'animosité. Il y a beaucoup de performeurs, parce que les gens, ils veulent aussi avoir leur sponsor, leur truc. Mais au fond, ce qu'on aime, c'est ce qui nous relie, c'est de découvrir des endroits, quoi. Ouais. Bah, écoute, on va juste terminer par cette belle phrase parce que c'est vraiment aussi le côté de la famille, de découvrir des endroits, de la contemplation. Des choses à ajouter, des choses particulières pour nos auditeurs, un petit mot. Non, Non. simplement, je vais commencer par un truc précis et finir par un Ouais, truc large, mais ne, ne jamais se poser trop de questions sur le mental. Vous pouvez avoir des préparateurs mentaux, vous pouvez avoir des entraîneurs, mais la vérité, c'est vous qui l'avez. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, si vous voulez vraiment réussir quelque chose, mettez toutes les chances de votre côté, mais vous prenez pas la tête. Franchement, sachez que tout le monde a mal dans une course, en ultra-trail, en vélo, partout. Ça fait mal, le sport, et ça, on vit des moments exceptionnels, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et après un moment difficile, il y a toujours un moment exceptionnel et c'est un cercle qui est toujours le même. Après du dur, il y a du facile. Après le mauvais temps, il y a du beau temps. Et la vie, c'est cyclique. Donc voilà. Et le dernier truc qui va dans cette poursuite de tout ça, c'est que n'hésitez jamais à aller au bout de vos rêves, quels qu'ils soient. Faites des trucs, parce que c'est ça qui va rester. Posez-vous toujours la question, quand vous êtes au seuil de la mort, qu'est-ce qui va rester de moi? De quoi je serais fier en fait? Je serais fier de quoi? De faire un 17e de l'UTMB, de juste finir une course qui me faisait rêver, d'apprendre à faire 10 km en courant. C'est quoi ton truc? D'apprendre à nager, d'apprendre à courir, d'apprendre à faire du vélo, de découvrir un pays. C'est ça qui reste. Donc faites des trucs, amusez-vous, n'écoutez pas les gens qui vous critiquent et amusez-vous, jouez avec vous, avec le terrain et prenez pas trop de risques, même si j'en prends souvent. Comme ça qu'on apprend, mais Ouais, écoute, grand merci. On va dire à chacun son extrême un peu et ça. merci en tout cas de l'avoir partagé le tien, ton Mm. extrême. On te souhaite en tout cas au nom de toute l'équipe, voilà, du podcast Secret d'endurance, by Nolio, et puis toute l'équipe de Nolio te souhaite. On va suivre hein, tes périples. Et en tout cas, vraiment, merci, un grand merci, mais Bah, du fond merci du à cœur, toi. d'avoir partagé, parce que de se dévoiler comme ça, c'est pas tout le temps facile. Et vraiment, on est très heureux de t'avoir accueilli dans ce podcast avec nous.
À très Merci à, bientôt merci sur à de belles toi. J'ai aventures. beaucoup d'admiration pour toi Merci, c'est et gentil. respect pour tout ce que tu fais pour toi et tous les athlètes que tu as autour de toi. C'est gentil, merci Stephen. On reste en contact.